Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recettes miracles, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour tout le monde, et voilà, je suis à la veille de mes congés d'été et surtout à la fin de la première saison de Du côté des parents. Alors avant de fermer la boutique pour quelques semaines, j'ai eu envie de vous partager un petit bilan personnel, quelques chiffres pour cette première saison, avant de finir en beauté en vous parlant de culpabilité et de vous annoncer un petit programme sympa pour l'été sur les réseaux sociaux et sur la newsletter. Alors, on va commencer par le bilan. Le podcast représente quand même pas mal de travail, de rédaction, d'enregistrement, mais malgré ça, j'apprécie vraiment beaucoup de le réaliser. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais j'ai toujours adoré la radio. Je crois que je l'avais dit dans l'épisode d'introduction. J'ai toujours rêvé, et d'ailleurs je rêve encore, de faire régulièrement des émissions de radio. Et d'une certaine manière, le podcast m'offre l'opportunité de réaliser ce rêve. Et puis, je trouve que c'est aussi une manière de faire progresser ma pratique d'accompagnement. Le fait de rédiger des épisodes m'aide à clarifier certains points théoriques notamment, ça m'aide à être plus efficace dans mes accompagnements, j'y vois plus clair sur certaines problématiques. Donc quelque part, c'est interactionnel, le podcast se nourrit de mes accompagnements, tout comme les accompagnements se nourrissent des réflexions liées au podcast. Et puis, en fait, aussi, j'utilise beaucoup le podcast pour affiner mes formulations, mon expression, pour être plus clair, même si c'est loin d'être parfait, j'espère que vous avez quand même pu le ressentir à l'écoute en avançant dans cette saison. Côté chiffres, ça vaut la peine aussi de les donner. Avec cette première saison, il y a 22 épisodes en ligne avec celui-ci, près de 300 abonnés si je compte les 3 principales plateformes et à peu près en moyenne 200 streams par épisode, toutes plateformes confondues. Bon, en fait, je n'ai aucune idée de savoir si c'est beaucoup ou pas, mais bon, pour un début, pour une première année, je trouve que ce n'est déjà pas si mal. Donc, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'écoutent régulièrement, qui partagent mes épisodes aussi, je sais qu'il y en a. Certains et certaines d'entre vous m'ont déjà fait des retours, mais n'hésitez pas à m'en faire encore, notamment pendant cet été, parce que je vais préparer la saison prochaine. Et en me partageant vos envies, vos réflexions, vos critiques même éventuellement, eh ben, ça peut m'aider à mieux m'adapter à vos envies, à vos besoins, à ce que vous souhaitez trouver sur ce podcast. Bon, je le rappelle aussi, vous pouvez mettre des avis ou des évaluations sur les plateformes, ça donne de la visibilité au podcast. Bref, maintenant que ce bilan est fait, je propose maintenant que nous parlions d'une émotion qui est très présente dans nos vies de parents, mais pas seulement, et qui peut présenter quelques pièges. Cette amie, parce que c'en est une malgré les apparences un peu envahissantes, mais finalement plutôt sympa, c'est la culpabilité. Alors oui, on nous dit souvent, arrêtez de culpabiliser, la culpabilité ne sert à rien. En réalité, la culpabilité est une chouette émotion, comme toutes les émotions. Vous l'aurez peut-être compris en écoutant mes épisodes et en lisant mes articles. La culpabilité, ça montre qu'on a des valeurs, qu'on se soucie des autres et de l'impact qu'on a sur les autres. Quand elle se pointe parce qu'on a réellement fait quelque chose de problématique, qu'on déçoit
quelqu'un qui compte sur nous, qu'on blesse quelqu'un qui compte sur nous et qui compte pour nous surtout, c'est plutôt logique, c'est plutôt bien de la ressentir, ça nous permet d'ajuster le tir, la personne en face retrouve le sourire, peut à nouveau compter sur nous et voilà, tout le monde est content. D'ailleurs, la culpabilité, c'est une émotion qui est indispensable à la vie en société. Sans culpabilité, je peux nuire à mon voisin sans me poser de questions. Après tout, ça n'est pas si important. Donc un monde sans culpabilité serait un monde très difficile à vivre. Mais on expérimente quand même souvent que la culpabilité, c'est un piège un peu vicieux. En effet, la culpabilité, elle pousse souvent, et je le vois beaucoup chez les parents, à anticiper tous les besoins possibles et imaginables des autres, histoire de ne pas risquer de les décevoir, histoire de se montrer à la hauteur des attentes réelles ou imaginées des autres. Et résultat, ça crée pour les autres, ceux pour qui on se rend disponible, un univers qui est hyper confortable. Tellement confortable d'ailleurs que, devinez quoi, ceux à qui on rend service comme ça finissent par trouver ça complètement normal et n'ont absolument aucune envie de se remettre en question et de nous dire, n'ont absolument aucune raison de nous dire « non mais ça va, t'en as fait assez ». Ça arrive parfois, mais on n'écoute pas forcément d'ailleurs, mais je reviendrai après sur le pourquoi. Et quand on commence à fatiguer de tous les efforts qu'on fait, en fait, on espère que l'autre en face va se rendre compte de tout ce qu'on a fait jusque-là et c'est lui qui va nous dire « non, mais stop, t'en as fait assez ». Mais en général, ça n'est pas du tout ce qui se produit, justement en raison du confort que notre disponibilité procure aux autres. Et ce qu'on obtient quand on en fait un peu moins, souvent c'est des plaintes pour notre manque soudain de disponibilité. C'est hyper injuste et souvent c'est le moment où on se dit « ah mais quelle ingratitude !» Et dans ces moments-là, donc quand on commence à fatiguer, qu'est-ce qui se passe? On va s'énerver et on va souvent annoncer des grandes résolutions intenables, qui perdent d'ailleurs rapidement toute crédibilité du fait même qu'on ne les tient pas. Donc voilà. Et on se retrouve un peu coincé parce qu'en plus, on culpabilise de s'être énervé et d'avoir annoncé des trucs intenables. À ce sujet, il faut que je vous fasse un aveu très personnel. Quand mes enfants étaient plus jeunes, quand on partait en vacances avec eux, il m'arrivait souvent de m'énerver sur eux parce que je trouvais que, justement que nous, les parents, et moi en particulier, j'en faisais beaucoup pour eux et qu'ils n'y mettaient pas tellement du leur, par exemple, pour débarrasser la table, ranger un peu leurs affaires et je trouvais ça quand même hyper injuste. Je me disais, quand est-ce que moi, je peux vraiment être en vacances? Je leur en demande pas tant que ça. Et presque à chaque vacances, il m'arrivait de leur dire « oui, puisque c'est comme ça, l'année prochaine, je pars pas en vacances avec vous, on partira tout seul avec papa ». Bon, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'effet et mes enfants m'ont avoué récemment, ils ont 17 et 19 ans maintenant, que en fait la première année ils y ont cru, ils ont eu un peu peur, ils se sont dit « ah, faut qu'on fasse attention ». La deuxième année, on est reparti en vacances, ils y ont un peu moins cru et qu'à partir de là, ils n'y croyaient plus du tout et que donc ils se sentaient tout à fait autorisés à ne tenir aucun compte de ce que je pouvais bien leur demander. Quel sale gosse quand même, mais c'est totalement logique, donc rassurez-vous, je ne leur en veux pas du tout, et eux, ils ne m'en veulent pas non plus apparemment. Mais bref, en fait, ce qui se passe quand on va au bout de ses limites par culpabilité, parce qu'on estime qu'on doit se rendre disponible pour les autres, quand on finit par s'énerver et qu'on annonce ces grands trucs intenables, ça va réactiver notre culpabilité. On se sent mal d'avoir fait ou dit des choses pareilles, et tout comme je n'ai jamais réussi à me résoudre à partir en vacances sans mes enfants, ce qui va arriver, c'est qu'on revient sur ce qu'on a annoncé. Et alors, souvent, même comme on culpabilise, on va faire d'autant plus d'efforts qu'on estime qu'on a débordé, qu'on a manqué à ses responsabilités en s'énervant, en criant. Et c'est là que la boucle est bouclée. Par culpabilité, on multiplie les efforts nous fatiguent. Quand on est vraiment trop fatigué, qu'on n'en peut plus, on finit par trouver injuste d'en faire autant. Le ras-le-bol nous emmène à nous énerver. Et ensuite, par culpabilité, on prend la résolution d'être plus patient, c'est-à-dire d'encaisser à nouveau sans rien dire.
Donc évidemment, ça ne marche pas très bien parce que pour éviter de s'énerver, on devrait plutôt prendre la résolution d'en faire moins pour éviter d'en avoir ras-le-bol. Ça serait quand même plus logique, mais la culpabilité va venir nous empêcher de prendre ce genre de résolution. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quel que soit le domaine où elle s'exprime, que ce soit dans la parentalité, dans le couple, dans les amitiés, dans les relations professionnelles, la culpabilité qui s'emballe, c'est un peu comme une sorte de phobie de la déception. On ne déçoit pas forcément réellement, mais on s'imagine qu'on pourrait peut-être éventuellement décevoir les gens autour de nous, ne pas répondre à leurs attentes, et on flippe tellement à l'idée de ne pas répondre aux attentes qu'on veut éviter tout risque que ça arrive. C'est ça qui nous amène à multiplier les efforts, qui finit par être intenable. Et quand ça craque, quand ça déborde, là, pour le coup, en fait, on déçoit vraiment les gens. Donc, en fait, il y a deux problèmes. D'une part, le contrôle, s'assurer de ne jamais décevoir personne, d'être à la hauteur des attentes, même non dites, c'est intenable sur le long terme. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va être déçu, surtout qu'à un moment donné, en réalité, pour satisfaire l'un, on doit décevoir l'autre. Et si on fait un peu des deux, on déçoit un peu tout le monde. Ça me fait penser à une maman que j'avais reçue qui s'était engagée associativement, mais finalement il y avait un autre impératif sur le même jour et donc elle ne savait plus comment répondre à tout le monde et elle se rendait compte qu'elle allait forcément décevoir quelqu'un. Et donc ce contrôle, s'assurer de ne jamais décevoir personne est impossible à tenir. Et ça finit par provoquer ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire qu'on s'énerve et qu'on déçoit. Mais aussi, comme souvent avec l'évitement, plus on évite, plus la peur grandit. C'est-à-dire, quand on évite, on s'envoie à soi-même le message que, en réalité, ce qu'on a évité est vraiment dangereux, problématique, que, donc, dans le cas de la culpabilité, on va finir par croire que décevoir, ne pas être à la hauteur des attentes, même un peu, ça serait la pire des catastrophes. Et bonjour le stress, et bonjour le renforcement de cette dynamique de contrôle de « oulala, je veux absolument éviter de décevoir » et je fais effort sur effort sur effort. Et donc, pour désamorcer cette dynamique de culpabilité, on va avoir besoin d'apprendre à décevoir. C'est un peu comme une désensibilisation à la peur de décevoir qu'est la culpabilité. Alors attention, surtout ne vous débarrassez jamais complètement de votre peur de décevoir, sinon vous risquez fort de devenir une personne pas très sympathique. Voilà. Donc, je vous propose plusieurs choses. D'abord, en complément de cet épisode, il y a plusieurs contenus que j'avais déjà publiés, une vidéo courte sur ma chaîne YouTube et puis des articles sur le blog que je vous invite à aller consulter et qui peuvent être intéressants. Vous trouverez les liens dans la description de l'épisode, dans l'article correspondant à cet épisode sur le blog. Et puis, je vous propose aussi une petite expérience estivale. Je vous invite à vous demander, si vous vous sentez coincé dans ces dynamiques de culpabilité, quel est le plus petit risque que vous pourriez prendre pour assumer l'idée que peut-être éventuellement vous allez décevoir, ne pas répondre aux attentes pour voir ce qui se passe. Donc, je vous propose de choisir qui vous voulez décevoir et sur quoi, et tenter l'expérience. De vous montrer moins disponible, de dire non alors que vous dites « Ah, mais il faut absolument que je dise oui, que je fasse quelque chose. » Et voyez ce qui se produit. Est-ce que la personne est réellement horriblement déçue et à quel point les conséquences de ce refus et de cette non-disponibilité sont graves. Ça va vous mettre peut-être très mal à l'aise, mais je vous invite à observer à quel point cela abîme la relation que vous aviez avec cette personne pour qui vous vous montriez déjà très très disponible. Si vous vous montriez déjà très disponible, c'est possible aussi que cette personne soit très fâchée au début. Donc choisissez plutôt quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a un peu de risque, mais pas tant que ça, pour commencer à apprendre.
Donc voilà, je vous invite à faire cette expérience. Si vous avez envie de me faire part des résultats, n'hésitez pas. Je vous propose aussi, pour aller encore plus loin, de vous rendre, soit de vous abonner à ma newsletter, soit de vous rendre sur les réseaux sociaux, donc j'ai sur Facebook, sur Instagram ou même sur LinkedIn, parce que j'ai prévu pendant mes congés un programme spécial été, objectif zéro culpabilité. Et donc chaque semaine pendant l'été, je vais vous partager le lundi une recommandation lecture déculpabilisante. J'ai déjà commencé lundi 14 juillet. Je vous propose le mercredi une rediffusion d'un de mes articles de blog qui va bien vous détendre la charge mentale. Et le vendredi, une astuce spéciale parents indignes pour souffler un peu. Et puis chaque semaine, vous retrouverez ces 3 choses dans la newsletter si vous n'avez pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, on se retrouve soit dans la newsletter, soit sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison de Du côté des parents. Et d'ici là, je vous souhaite un bel été avec le moins de culpabilité possible. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.